Le jour où elle a rangé son carton devant des collègues qui évitèrent son regard, il lui restait à peine de quoi payer le loyer de novembre, et 12 jours de retard déjà accumulés. Sa fille l'attendait dans le salon, les écouteurs vissés aux oreilles. Elle a levé les yeux une seconde quand sa mère est rentrée, et elle a compris, sans un mot, que quelque chose venait de se briser. On lui a transmis en héritage une bâtisse effondrée dans les Cévennes, des mûriers envahis par les ronces, et l'indifférence polie d'une famille de qui n'en parlait jamais. Une ruine sans valeur, a dit le notaire. Tant mieux si elle refuse. Mais sous les tuiles cassées de ce grenier que personne ne voulait, une chienne errante a deviné ce qu'elle ne soupçonnait pas encore. Et ce qu'elle a découvert dans l'obscurité a redonné un sens à toute une lignée, pas seulement à la sienne. Si vous avez déjà connu ce moment où tout ce qu'on croyait acquis vous échappe d'un coup, cette histoire vous parlera. Ne partez pas avant la fin, abonnez-vous et dites-moi en commentaire quel savoir-faire, quelle valeur, personne n'a jamais pu vous arracher. Je n'ai jamais aimé les réunions du lundi matin, mais celle-là, je m'en souviendrai jusqu'à mon dernier souffle. Il était 9h10. La salle sentait le café trop fort et le parquet ciré. Autour de la table, mes collègues évitaient mon regard, et j'ai compris avant même que M. Berthier n'ouvre la bouche. 19 ans que je travaillais pour la maison Larrot. 19 ans à dessiner des patrons, à couper des toiles, à former des mains plus jeunes que les miennes. J'étais chef modéliste. On me disait que j'avais un don, que mes gestes racontaient quelque chose que les machines ne sauraient jamais faire. Sauf qu'elles avaient fini par le faire. Sur l'écran, derrière M. Berthier, un logiciel affichait des patronages en 3 dimensions, parfaitement ajustés, générés en quelques secondes. Le même logiciel que j'avais aidé à concevoir 5 ans plus tôt, en numérisant méthodiquement chaque geste de mes mains, chaque courbe de mes patrons, persuadé de rendre service à la maison qui m'avait tout appris. On m'avait demandé de transmettre mon savoir à une machine. Je l'avais fait avec fierté. Aujourd'hui, cette machine me remplaçait. Solène, a dit M. Berthier, avec cette voix douce qu'on réserve aux mauvaises nouvelles, la direction a décidé de restructurer le service modélisme. Votre poste est... Il a cherché le mot. Il n'est plus nécessaire dans sa forme actuelle. Je n'ai pas pleuré dans cette salle. Je me suis dit que je pleurerais plus tard, chez moi, où personne ne me verrait. J'ai rangé mes affaires dans un carton qu'une assistante m'a tendu avec un sourire gêné, et je suis sorti dans la rue, sous un ciel de novembre bas et gris, avec l'impression étrange d'avoir disparu à mes propres yeux. Le métro m'a ramené jusqu'à mon appartement du 13e arrondissement, un 2 pièces que je peinais déjà à payer depuis le divorce. En ouvrant la porte, j'ai entendu la télévision de Manon, ma fille, 15 ans, avachie sur le canapé, les écouteurs à moitié dans les oreilles. « T'es rentré tôt !» a-t-elle dit sans lever les yeux. « Oui. » Je n'ai pas trouvé la force de lui expliquer tout de suite. J'ai posé le carton dans l'entrée, entre nos 2 paires de chaussures, et je suis allé dans la cuisine regarder la pile de courrier que je n'avais pas ouvert depuis 3 jours. Une lettre de la banque, en rouge. Un rappel du bailleur pour le loyer de novembre, en retard de 12 jours. Le monde continuait de tourner, indifférent à ce qui venait de m'arriver. C'est le soir même, alors que je réchauffais des pâtes en silence, que le téléphone a sonné. Un numéro de Nîmes, que je ne connaissais pas. « Madame Aubry ? Solène Aubry ? Je suis maître Delcasse, notaire à Nîmes. Je vous appelle au sujet de votre grand-tante, Augustine Teissier. » Le nom m'a fait l'effet d'une pierre jetée dans une mare gelée depuis longtemps. Augustine. Je n'avais pas prononcé ce nom depuis mon enfance. Elle est... a demandé le notaire avant de se reprendre avec délicatesse. Elle nous a quittés il y a 3 semaines, madame. Vous êtes sa seule héritière connue. Il s'agit d'une propriété dans les Cévennes, une ancienne magnanerie. Je dois vous prévenir tout de suite. Le bien est en mauvais état, sans grande valeur marchande. Mais la loi m'oblige à vous contacter. J'ai remercié le notaire machinalement, promis de le rappeler, et j'ai raccroché en fixant le mur de ma cuisine. Augustine Teissier. Une grand-tante que j'avais à peine connue, sœur de ma grand-mère paternelle dont on parlait peu dans la famille, comme d'une figure lointaine et un peu bizarre, restée seule toute sa vie dans une ferme du Gard. Je devais avoir 7 ou 8 ans la dernière fois que je l'avais vue. Un souvenir m'est revenu, net et inattendu.
comme surgie d'un tiroir qu'on croyait vide. Une pièce sombre et tiède, une odeur de feuilles fraîches et de bois chaud. Augustine, debout devant une grande table couverte de claies, qui ouvrait ses mains devant moi pour me montrer un petit objet doré, léger comme une coquille vide. « Ça, petite, m'avait-elle dit, c'est un cocon. » Dedans, il y avait un ver qui a filé sa propre soie, tout seul, dans le noir, sans que personne ne lui montre comment faire. Je n'avais jamais repensé à cette phrase. 30 ans qu'elle dormait quelque part en moi. Maman ? Manon se tenait dans l'embrasure de la cuisine, les écouteurs enfin retirés. Ça va pas, on dirait. Je lui ai raconté en quelques phrases sèches le licenciement. Elle a haussé les épaules avec cette désinvolture propre à son âge qui ne voit pas encore le sol se dérober sous les pieds de ses parents. On va faire comment pour le loyer ? Je ne sais pas encore, ma chérie. Elle laisse retourner dans sa chambre et je suis resté seul dans la cuisine, la lettre du notaire posée devant moi sur la table, à côté du rappel du bailleur. 2 papiers, 2 avenirs possibles. J'ai failli jeter celui de Nîmes à la poubelle, en me disant qu'une ruine dans les Cévennes ne réglerait rien à mes problèmes de novembre. Ma main s'est arrêtée au-dessus du bac. J'ai repensé à Augustine, à ses doigts ouverts sur ce cocon doré, à cette phrase qu'elle avait dite comme une confidence. Je ne savais pas encore que cette lettre allait tout changer. Je l'ai repliée en 4 et je l'ai glissée dans la poche de mon gilet, contre moi, comme on garde une graine qu'on n'est pas encore sûr de vouloir planter. 3 semaines plus tard, ma voiture grimpait une route étroite entre 2 murets de pierres sèches, quelque part dans le Gard, avec Manon assise à l'arrière, le regard fixé sur son téléphone, qui n'affichait plus aucun réseau depuis 1 heure. J'avais fini par appeler Maître Delcasse pour lui dire que je viendrais voir les lieux avant de décider quoi que ce soit. Le loyer de Paris ne pouvait plus attendre, et une ferme dans les Cévennes, même en ruine, valait peut-être de quoi éponger quelques dettes. « C'est encore loin ?» a demandé Manon pour la 10e fois, sans lever les yeux de son écran. Le notaire a dit encore 20 minutes. Elle a soupiré, ce long soupir d'adolescente qui contient tout un discours qu'elle ne prononcera pas. Depuis Paris, elle ne m'avait pratiquement pas adressé la parole, sauf pour me reprocher de l'arracher à ses amis en pleine année de 3e, pour un trou perdu sans Wi-Fi. Je ne pouvais pas lui en vouloir. Je ne lui avais pas vraiment laissé le choix. Le village de Roquesalve est apparu au détour d'un virage, accroché au flanc d'une colline couverte de châtaigniers. Une poignée de maisons aux toits de tuiles romaines, un clocher trapu, une place vide où seul un chat roux somnolait sur un banc de pierre. Aucune voiture, aucun bruit sinon le vent dans les feuillages et, au loin, le tintement d'une cloche de troupeau. On aurait dit un village suspendu, en attente de quelque chose depuis longtemps. « C'est mort ici !» a murmuré Manon en descendant de la voiture, une grimace sur le visage. « C'est calme !» ai-je corrigé, sans grande conviction. La Bastide se trouvait un peu à l'écart du village, au bout d'un chemin de terre bordé de mûriers sauvages, aux branches emmêlées. Quand je l'ai vue pour la première fois, j'ai senti quelque chose se serrer dans ma poitrine, un mélange de tristesse et de reconnaissance confuse. Le grand corps de bâtiment en pierre blonde avait des volets à moitié arrachés, une toiture affaissée par endroits, et des herbes folles qui montaient jusqu'aux fenêtres du rez-de-chaussée. Sur le fronton, à peine lisible, une inscription gravée. Bastide des Mûriers, 1861. « Tu es sûr qu'on va pouvoir dormir là-dedans ?» a demandé Manon, la voix un peu moins assurée que d'habitude. « On va voir. » Nous avons à peine posé le pied sur le chemin qu'un bruissement a agité les mûriers sauvages sur notre droite. Une forme s'est détachée de l'ombre, basse et efflanquée, le poil terne et hérissé. Une chienne, croisée patou visiblement, les côtes marquées sous la fourrure, les yeux clairs fixés sur nous avec une méfiance presque animale, mais sans agressivité. Manon a poussé un petit cri et s'est reculée contre moi. « Elle va nous attaquer ?» « Je ne crois pas, » ai-je dit doucement, sans quitter l'animal des yeux. « Regarde-la, elle a plus peur que nous. » La chienne ne s'est pas enfuie. Elle était restée là, à quelques mètres, les oreilles rabattues.
comme si elle jaugeait si nous méritions sa confiance ou sa fuite. Elle avait dû vivre seule sur ce domaine depuis un moment, à en juger par sa maigreur. Je me suis accroupi lentement, sans geste brusque, et j'ai tendu la main, paume ouverte, sans avancer davantage. La bête a reniflé l'air hésitante, puis a fait 2 pas vers nous avant de s'arrêter net, comme effrayée par sa propre audace. On dirait qu'elle nous attendait, ai-je murmuré. N'importe quoi, maman. Mais Manon, malgré elle, n'avait pas quitté la chienne des yeux. C'est en nous approchant de la porte de la Bastide qu'une voix rêche nous a fait sursauter toutes les deux. « C'est vous, les Parisiennes de l'héritage ?» Un homme âgé se tenait à l'entrée du chemin, appuyé sur une canne, vêtu d'une veste de toile élimée. Le visage buriné, les yeux d'un bleu très pâle, il nous observait avec une froideur qui ne cherchait même pas à se cacher. « Solène Aubry !» ai-je dit en tendant la main. « Et voici ma fille, Manon. Nous sommes bien... » Enfin, Augustine Teissier était ma grand-tante. « Je sais qui vous êtes. » Il n'a pas serré ma main. « Fernand Roch, je suis le voisin. J'ai connu Augustine 60 ans. » Il a laissé un silence peser, chargé de quelque chose que je ne comprenais pas encore. « Vous comptez faire quoi de cet endroit ?»« Je ne sais pas encore, ai-je répondu, sincèrement. »« Vendre sans doute, a-t-il lâché, avec une amertume qui m'a surprise. Comme tout le monde par ici. » Il a tourné les talons sans un mot de plus, sa canne frappant le chemin de terre en un rythme sec et régulier, jusqu'à disparaître derrière la haie de son propre jardin. « Sympa l'accueil, » a soufflé Manon. « Il a peut-être ses raisons. » Nous sommes restés un moment sur le seuil, à regarder le jour décliner sur la vallée. L'air sentait la résine chaude et le thym écrasé sous nos pas, un parfum que Paris ne connaissait pas, âpre et sucré à la fois. Au loin, les collines s'empilaient les unes derrière les autres, de plus en plus bleues, jusqu'à se fondre dans le ciel. Un rapace tournait haut au-dessus des mûriers sauvages, silencieux, presque immobile dans le vent du soir. Pour la première fois depuis des semaines, j'ai senti mes épaules se relâcher un peu, comme si ce paysage, sans rien me devoir, m'offrait déjà un répit que Paris m'avait refusé. La porte de la Bastide a grincé longuement quand je l'ai poussée. À l'intérieur, l'air sentait la poussière, le bois humide et quelque chose de plus doux, presque sucré, que je n'ai pas su identifier tout de suite. Il n'y avait plus d'électricité. Nous avons allumé 2 lampes torches et improvisé un semblant de lit dans ce qui avait dû être la salle à manger, avec les couvertures que j'avais eu la prudence d'emporter. La chienne nous avait suivis jusqu'au seuil, sans oser rentrer, couchée en boule contre le mur extérieur, comme montant une garde silencieuse. Manon s'est endormie la première, épuisée par la route, roulée dans sa couverture en boudant encore un peu. Moi, je suis resté longtemps éveillé, à écouter les craquements de la vieille bâtisse, à me demander ce que j'étais venu chercher ici, à 400 kilomètres de ma vie effondrée. C'est vers 2 heures du matin qu'un bruit sourd a résonné au-dessus de nos têtes. Un choc, puis un raclement, comme si quelque chose se déplaçait lentement dans le grenier. Manon s'est redressée d'un coup, les yeux écarquillés dans le noir. « Maman, tu as entendu ?»« Oui. » Le bruit a repris, plus net cette fois, un frottement prolongé contre le plancher, juste au-dessus de nos têtes. Je n'ai pas répondu tout de suite à Manon. Je fixais le plafond, le cœur battant, en me demandant ce qui, dans cette maison abandonnée depuis des semaines, pouvait bien encore bouger la nuit. Le bruit a cessé au moment où j'ai posé le pied sur la première marche de l'escalier qui menait au grenier. J'avais laissé Manon en bas, malgré ses protestations, une lampe torche serrée dans sa main tremblante. « Reste ici, je vais voir. » Elle avait voulu venir, puis avait fini par obéir, plus impressionnée qu'elle ne voulait le montrer. Je n'étais pas seul pourtant. La chienne, que je n'avais pas entendue entrer, s'était glissée derrière moi dans l'obscurité et montait les marches à mes côtés, le poil hérissé, le museau tendu vers la porte du grenier. Elle refusait obstinément de me laisser seul, comme si elle avait décidé, cette nuit-là, que ma sécurité relevait désormais d'elle. « Tu viens avec moi ?» lui ai-je murmuré sans trop y croire. Elle a répondu par un léger grognement plus protecteur qu'agressif,
et j'ai trouvé dans ce son un réconfort inattendu. La porte du grenier s'est ouverte sur un espace vaste et bas de plafond, encombré de silhouettes recouvertes de bâches poussiéreuses. Ma lampe torche a balayé la pièce, de vieux meubles empilés, des caisses de bois moisies, et contre le mur du fond, de grandes structures rectangulaires en bois clair, faites de clés superposées, que je n'ai identifiées qu'après un instant. Des cadres de magnanerie, le lieu où l'on faisait autrefois monter les vers à soie pour qu'ils tissent leur cocon. Un rat a détalé entre mes pieds, provoquant l'aboiement bref de la chienne, et j'ai compris que le bruit de la nuit venait probablement de là. Un simple rongeur cherchant refuge dans la charpente. Ma tension est retombée d'un coup, remplacée par une fatigue immense. J'ai balayé la pièce une dernière fois avant de repartir, et c'est là que le faisceau de ma lampe a accroché quelque chose sous une bâche moisie, dans un coin reculé. Des boîtes. 3 boîtes en bois sombre, scellées à la cire rouge, presque intactes malgré la poussière accumulée sur des décennies. Je me suis agenouillé, le cœur battant pour une toute autre raison que la peur cette fois. La cire craquait sous mes doigts, sèche et cassante. J'ai ouvert la première boîte avec précaution. À l'intérieur, soigneusement disposés sur un lit de papier de soie jauni, des rangées de minuscules grains gris bleutés, chacun de la taille d'une tête d'épingle, alignés avec un soin presque religieux. Des œufs de verre à soie, je l'ai compris tout de suite, mais d'une variété que je ne connaissais pas, plus foncée, plus irrégulière que les images que j'avais pu voir. Une étiquette jaunie était collée sur le rebord de la boîte, l'écriture presque effacée. Une date et un mot que je n'ai pas su déchiffrer entièrement. C'est en ouvrant la deuxième boîte que j'ai retenu mon souffle. Niché dans un tissu de soie brute, roulé plusieurs fois sur lui-même, se trouvait une cassette métallique, plus petite qu'une boîte à chaussures, fermée par un loquet rouillé. Je l'ai forcée doucement. À l'intérieur, une vingtaine de pièces d'or anciennes, ternies mais indéniablement précieuses, entassées sans ordre apparent, comme rangées à la hâte. Sur le couvercle de la cassette, une inscription avait été gravée au poinçon, maladroitement, une date. 1943. Maman! La voix de Manon a résonné dans l'escalier, plus curieuse qu'inquiète désormais. Tout va bien? Elle a fini par me rejoindre, incapable de résister à sa propre curiosité, malgré sa consigne de rester en bas. Elle s'est figée en découvrant la cassette ouverte entre mes mains, le reflet doux de l'or accrochant la lumière de nos lampes. « C'est quoi, ça ?» a-t-elle soufflé, tout son ennui d'adolescente parisienne soudain balayé. « Je ne sais pas. De l'or, visiblement. Et des œufs de verre à soie dans l'autre boîte ?» Manon s'est agenouillée à côté de moi, effleurant du bout des doigts la date gravée sur le couvercle. Elle avait beau ne s'intéresser à rien qui date d'avant sa naissance, l'histoire enseignée au collège a dû faire tilt dans son esprit, car son visage s'est assombri. 1943, c'est pendant la guerre, non? La Seconde Guerre mondiale. J'ai hoché la tête, sans trouver de mots. Nous sommes restés un long moment silencieuses, agenouillés dans la poussière du grenier, entourés de ces reliques dont ni l'une ni l'autre ne comprenaient encore le sens. La chienne s'était couchée contre nous, le museau posé sur ses pattes, comme si elle veillait sur cette découverte autant que sur nous. C'est Manon qui a rompu le silence, en posant la question qui allait, je le sais maintenant, hanter chaque jour qui a suivi. « Grand-tante Augustine » a-t-elle murmuré, les yeux toujours fixés sur la date gravée. C'était qui, vraiment? Je n'avais pas de réponse à lui donner. Je n'avais qu'un souvenir d'enfance, un cocon doré tenu dans 2 mains ridées, et une phrase prononcée par une femme dont je découvrais, cette nuit-là, que je ne savais presque rien. Nous avons passé le reste de cette première nuit, blottis l'une contre l'autre, sans reparler du bruit ni des grains, comme si le silence pouvait retenir la fatigue de la journée. Vers l'aube, j'ai fini par céder au sommeil, bercé malgré moi par le souffle régulier de Manon et par un froissement rassurant, dehors, contre le mur. La chienne toujours postée là, montant sa garde silencieuse jusqu'au matin. Le lendemain matin, la lumière des Cévennes entrait à flot par les volets à moitié cassés, dorées et douces, si différentes du gris parisien auquel j'étais habitué. Je n'avais dormi que 3 heures,
la cassette d'or et les grains mystérieux posés sur la table à côté de moi, comme si je craignais qu'ils disparaissent pendant la nuit. Manon dormait encore, roulée dans sa couverture, un bras passé autour du cou de la chienne qui n'avait toujours pas de nom et qui n'avait, semblait-il, pas quitté son poste de garde. C'est le bruit d'un moteur qui m'a fait sortir sur le pas de la porte. Une camionnette brinque-ballante s'est arrêtée au bout du chemin et Fernand Roch en est descendu, une caisse de bois sous le bras, l'air toujours aussi peu amène que la veille. « J'ai vu de la lumière au grenier cette nuit », a-t-il lancé sans préambule. « Vous avez trouvé les cadres. » Ce n'était pas une question. J'ai hésité, puis j'ai décidé de jouer franc jeu. Nous avons trouvé des cadres, oui, et des boîtes de grains, et autre chose. Son regard s'est durci imperceptiblement. Montrez-moi. Je l'ai fait entrer, un peu surprise de mon propre geste envers un homme qui, la veille encore, ne m'avait même pas serré la main. Mais quelque chose dans sa voix, une tension retenue, m'a convaincu qu'il en savait plus qu'il ne le laissait paraître. Il s'est penché sur la première boîte que j'avais rapportée du grenier, a effleuré les grains du bout d'un doigt calleux, avec une délicatesse qui contrastait avec sa rudesse générale. « Bon Bix du Gard !» a-t-il murmuré presque pour lui-même. « Une variété qu'on ne trouve plus nulle part. Augustine était la dernière à savoir les faire éclore. »« Vous pouvez m'expliquer ?» ai-je demandé sincèrement perdu. « Je ne connais rien à tout ça. »« La sériciculture, a-t-il dit, comme s'il énonçait une évidence. L'élevage des vers à soie. » Il a désigné les cadres empoussiérés dans le grenier au-dessus de nous. « Ça, c'est une magnanerie. On y élevait les vers, du grain à l'éclosion jusqu'au cocon. Les vers ne mangent qu'une seule chose, des feuilles de mûrier. Regardez dehors tous ces arbres sauvages qui envahissent le chemin. C'étaient les mûriers d'Augustine, autrefois taillés au carré, nourris comme des enfants. » Il a repris une pincée de grain entre ses doigts, le regard soudain lointain. « Cette variété-là est fragile, trop fragile. Il faut une température précise, une hygrométrie précise et un geste qu'on ne trouve plus dans aucun livre. Augustine avait ce geste. Moi, je l'ai vu faire 100 fois, mais je ne l'ai jamais eu moi-même. Vous pensez qu'on pourrait les faire éclore? Ces œufs sont là depuis je ne sais même pas combien de temps. » Fernand a haussé les épaules, mais quelque chose dans ses yeux avait changé, une lueur que je n'avais pas vue la veille. Certains grains dorment plus longtemps qu'on ne le croit. Ça vaut le coup d'essayer. Ou alors ces boîtes finiront comme le reste de cette maison, à l'abandon. Il m'a montré comment reconnaître au simple toucher si le bois d'une claie était assez sec pour accueillir les grains, comment orienter les cadres pour capter la lumière du matin sans jamais les exposer au soleil direct de midi, trop brutal pour ces créatures fragiles. Il parlait peu, mais chaque geste qu'il m'enseignait portait en lui quelque chose d'ancien, transmis de mains en mains depuis des générations, et que je sentais glisser vers moi comme un fil tendu par-dessus le temps. Nous avons passé la matinée à monter les claies dans le peu de lumière du grenier, à nettoyer les cadres avec un chiffon humide sous les instructions bourrues de Fernand. Il me montrait chaque geste avec une exigence presque militaire, corrigeant la position de mes mains, la façon dont je disposais les grains sur le papier. Et à ma grande surprise, quelque chose s'est réveillé en moi. Mes doigts, habitués depuis 20 ans à courber des toiles et à ajuster des patrons, retrouvaient une mémoire ancienne, presque physique, comme si mon corps se souvenait de gestes que je n'avais jamais appris. « Vous avez de bonnes mains », a lâché Fernand, presque malgré lui en observant ma façon de manipuler les grains les plus fragiles. Je faisais de la couture, de la modélisme dans une maison parisienne. Ça se voit. C'est en fin de matinée que l'incident s'est produit. Manon, qui traînait dans le grenier depuis un moment, a ramassé l'une des étiquettes anciennes tombées d'une boîte pour la lire à voix haute. Grain conservé par AT pour... Elle a plissé les yeux sur l'écriture pâlie. Je n'arrive pas à lire la suite. Fernand a tendu la main, presque brusquement, pour prendre l'étiquette. Il l'a regardée un long moment, le visage se fermant peu à peu comme un volet qu'on rabat. Ses lèvres ont remué sans qu'aucun son n'en sorte.
Fernand ai-je demandé. Ça va? C'est rien, a-t-il grommelé, en reposant l'étiquette brusquement sur la table, comme si elle le brûlait. Une vieille histoire. Il a ramassé sa veste et sa canne sans un mot de plus, refusant de croiser mon regard. Et il est reparti vers sa camionnette d'un pas plus rapide que celui qui l'avait amené. Je suis resté sur le seuil, l'étiquette entre les mains, à me demander quel mot, quelle écriture, avait pu ainsi assombrir un homme que je croyais déjà taillé dans la pierre. Le soir venu, nous avons installé les boîtes de grains dans le coin le plus tempéré de la Bastide, sur une étagère que nous avions dépoussiérée avec soin, en suivant scrupuleusement les instructions laissées par Fernand avant son départ précipité. Manon, contre toute attente, avait proposé de veiller la première partie de la nuit, prétextant vaguement qu'elle n'avait rien de mieux à faire de toute façon. J'ai cru y voir, pour la première fois depuis notre arrivée, une lueur d'intérêt sincère chez elle. Le lendemain matin, je suis descendu avant l'aube, presque en courant, porté par un espoir que je n'osais pas nommer. J'ai approché ma lampe d'éclat, retenant mon souffle. Rien. Pas un mouvement, pas une fissure dans les coquilles grises. Le silence dans les cadres était total, comme si les grains n'avaient jamais eu l'intention de s'éveiller. J'ai senti quelque chose se briser doucement en moi, une déception disproportionnée pour de simples œufs d'insectes, et pourtant si lourde que j'ai dû m'asseoir sur les marches froides du grenier, entouré du silence absolu de la magnanerie endormie. J'étais toujours assise sur les marches du grenier quand Manon m'a trouvé, 1 heure plus tard, les yeux encore gonflés de sommeil. Toujours rien? Elle avait posé la question doucement, sans son ironie habituelle, comme si elle avait compris que ce silence dans les cadres pesait sur moi plus lourd qu'il n'aurait dû. C'est en cherchant à me changer les idées, ce même après-midi, que je suis tombé sur la malle. Elle se trouvait tout au fond du grenier, sous un amas de vieux draps, une malle en cuir craquelé fermée par 2 sangles usées. À l'intérieur, parmi des vêtements d'un autre temps et des photographies jaunies, un cahier relié de toile bleue, l'écriture serrée d'Augustine courant sur chaque page à l'encre pâlie par les décennies. Je me suis installé à la table de la cuisine, Manon collée à mon épaule, et j'ai commencé à lire d'abord à voix basse, puis de plus en plus fort, porté par ce que je découvrais. Les premières pages dataient de 1942. Augustine y décrivait des soirées où des hommes qu'elle ne nommait jamais entièrement, seulement par des initiales, venaient dormir dans la magnanerie, cachés parmi les claies vides, entre 2 saisons d'élevage. Le grenier fait un bon refuge, avait-elle écrit d'une main ferme. Personne ne songe à chercher des hommes parmi des vers à soie. Plus loin, elle évoquait des noms de code, des passages nocturnes vers le maquis du mont Aigual, des risques pris pour cacher des résistants traqués par la milice. Elle faisait partie de la résistance, ai-je murmuré, presque incrédule. Grand-tante Augustine? Manon avait les yeux écarquillés. Elle était genre une héroïne? Je ne sais pas encore. Continue d'écouter. Une page plus loin, datée de l'automne 1943, une phrase m'a arrêté net. Les hommes que nous avons cachés cet hiver ont insisté pour laisser quelque chose avant de rejoindre les lignes plus au nord. Je leur ai dit que je ne voulais rien. Ils ont laissé la cassette quand même, dans la nuit, sans un mot. Je la garderai pour eux jusqu'à ce qu'ils reviennent la chercher. Je crois qu'aucun d'eux n'est jamais revenu. L'or n'était donc pas un héritage familial, comme j'aurais pu le croire naïvement, mais un pacte de silence, un dépôt confié par des hommes que la guerre avait probablement engloutis. Nous étions encore plongés dans cette lecture et bouleversés toutes les deux, quand un bruit de moteur puis des pas décidés sur le gravier ont interrompu le silence de la Bastide. Un homme en costume gris, la trentaine, une sacoche de cuir sous le bras, se tenait devant la porte quand je suis allé ouvrir, le visage lisse et professionnel, sans une once de chaleur. « Madame Aubry ?» Grégoire Pastier, du groupe Catala. Il m'a tendu une carte de visite sans attendre de réponse. Je représente les intérêts de monsieur Antoine Catala dans le cadre du projet de développement de la vallée. Quel projet? Ai-je demandé, sur mes gardes. Une centrale solaire, madame. Une opportunité majeure pour la région qui manque cruellement d'investissement depuis des années.
Le groupe Catala souhaite acquérir plusieurs parcelles de la vallée, dont la vôtre, qui présente un intérêt stratégique de par sa superficie et son exposition. Il parlait avec l'aisance froide de quelqu'un habitué à répéter le même discours dans des dizaines de cuisines de fermes similaires. Il a posé sur la table, entre le journal d'Augustine encore ouvert et les grains toujours silencieux, un dossier bleu épais, couvert de plans et de chiffres. Nous proposons un prix largement supérieur à la valeur du marché actuel, a-t-il poursuivi. Une somme qui vous permettrait, j'imagine, de repartir sur des bases plus confortables à Paris ou ailleurs. Je ne suis pas venu qu'ici pour vendre, ai-je répondu, plus fermement que je ne m'y attendais moi-même. Vous n'êtes peut-être pas encore venu pour ça, madame, a-t-il dit avec un sourire qui n'atteignait jamais ses yeux. Mais je vous invite à réfléchir sérieusement. Il a repris son dossier, un seul document en restant sur la table, celui qu'il avait manifestement laissé exprès. Vous avez 3 mois pour vous décider. Passé ce délai, le groupe Catala engagera une procédure d'expropriation pour utilité publique. La loi est de notre côté sur ce dossier, madame Aubry. Je vous le dis en toute franchise, pour vous épargner du temps et de l'énergie. Il était reparti aussi sèchement qu'il était venu, sans même un regard pour la chienne qui grondait doucement à mes pieds, méfiante envers cet inconnu au costume impeccable. J'ai regardé sa camionnette s'éloigner dans un nuage de poussière, le document froissé encore chaud entre mes doigts, l'ultimatum posé sur la table comme une pierre tombale. Manon s'était rapprochée, silencieuse pour une fois, le journal d'Augustine toujours serré contre elle. « Maman » a-t-elle demandé, la voix incertaine, « on va perdre la maison ?» Je n'ai pas su lui répondre. J'ai regardé le journal ouvert, l'or caché dans le grenier, les grains obstinément muets dans leur cadre, et j'ai compris que je n'étais plus seulement en train de découvrir l'histoire d'Augustine. J'étais en train d'hériter de son combat, sans même savoir si j'aurais la force de le mener à terme. Les jours suivants, je n'ai plus quitté le journal d'Augustine que pour dormir, cherchant entre ses lignes serrées le moindre indice sur sa méthode d'incubation. Elle y notait parfois des détails précis, la température qu'elle jugeait au toucher du dos de la main, l'humidité qu'elle contrôlait grâce à des linges mouillés suspendus au-dessus des clés, mais jamais rien d'assez complet pour reconstituer entièrement son savoir-faire. C'était comme assembler un vêtement à partir de chutes de tissu, sans jamais voir le patron entier. Fernand est revenu 2 jours après le passage de Grégoire Pastier, plus taciturne encore que d'habitude. J'ai remarqué qu'il évitait soigneusement de reparler de l'étiquette qui l'avait tant troublé, et je n'ai pas osé insister. Il m'a aidé à ajuster à nouveau la température du grenier, mais avec une réticence nouvelle, comme si une partie de lui redoutait de s'impliquer davantage. « Vous savez quelque chose que vous ne me dites pas ?» lui ai-je lancé, un après-midi, alors que nous retournions les clés ensemble. « J'ai connu Augustine plus longtemps que vous n'avez vécu, madame Aubry, » a-t-il répondu sèchement. « Il y a des choses, moi, qui ne se disent pas comme ça, sur un coin de table. » Je n'ai pas insisté, mais j'ai senti ce jour-là qu'une dette invisible pesait sur lui, une dette envers Augustine dont il ne me révélait qu'une infime partie à travers son silence même. Les soirées, à la Bastide, avaient appris un rythme nouveau. Chaque jour, au coucher du soleil, je montais vérifier les clés à la lumière d'une lampe à huile que Fernand m'avait prêtée, observant le moindre frémissement dans les cadres, avec un espoir presque enfantin. Manon avait pris l'habitude de m'accompagner, un carnet à la main, notant scrupuleusement la température, l'humidité, l'heure de chaque vérification, comme si elle transformait notre attente en une expérience scientifique qui l'aidait à tenir. Brindille, elle, s'installait toujours au même endroit, contre le pied de l'échelle, et ne bougeait plus jusqu'à ce que nous redescendions. Notre deuxième tentative d'incubation, menée avec une rigueur redoublée, s'est soldée par un échec partiel quelques jours plus tard. Sur près de 200 grains disposés dans les meilleures conditions que nous pouvions offrir, à peine 3 ou 4 ont montré un frémissement, avant de rester bloqués, incapables d'aller au bout de l'éclosion. Le reste demeurait aussi silencieux que la première nuit. C'est ce soir-là, épuisé et découragé, que j'ai commis l'erreur de laisser transparaître mon doute devant Manon, dans la cuisine, alors que je pensais qu'elle était montée se coucher. « Je ne sais même pas ce que je fais !» ai-je soufflé, davantage pour moi-même que pour elle.
en repoussant le journal loin de moi sur la table. Je ne suis même pas capable de faire éclore quelques œufs. J'ai passé 20 ans à couper des toiles, pas à faire de la sériciculture. Je me suis peut-être trompé sur toute la ligne en venant ici. Maman? La voix de Manon depuis l'escalier m'a fait sursauter. Elle avait tout entendu. Son visage, dans la pénombre, exprimait quelque chose que je ne lui avais pas vu depuis longtemps. De l'inquiétude sincère, mêlée à une déception que je n'ai pas su interpréter tout de suite. Elle est remontée sans un mot, et j'ai compris trop tard que mon doute affiché avait ébranlé quelque chose en elle aussi. Le lendemain après-midi, alors que je descendais au village chercher des provisions, une silhouette élégante m'a interpellé devant l'épicerie, seule échoppe encore ouverte sur la place déserte. Madame Aubry, je présume. L'homme devait avoir une 50aine d'années, le costume impeccable malgré la chaleur, un sourire large et étudié qui découvrait des dents parfaitement blanches. Antoine Catala. Je crois que mon collaborateur Grégoire est déjà passé vous voir. En effet, ai-je répondu, sur mes gardes. J'espère qu'il n'a pas été trop administratif. Son sourire s'est élargi, presque charmant, si je n'avais pas su ce qu'il représentait. Je préfère toujours rencontrer moi-même les propriétaires concernés par nos projets. Vous savez, cette vallée pourrait connaître un vrai renouveau économique. Des emplois, des investissements. Roxalve se meurt lentement, Madame Aubry. Vous l'avez sans doute remarqué. Je préfère la voir renaître autrement. Son sourire n'a pas vacillé, mais quelque chose dans son regard s'est aiguisé. C'est un beau projet, la magnanerie. Vraiment. J'ai fait mes recherches sur vous, vous savez. Une carrière brillante à Paris, 19 ans dans la même maison, remerciée un peu brutalement, si je ne m'abuse, par une technologie que vous aviez vous-même contribué à développer. Il a laissé la phrase suspendue, cruelle dans sa précision. Ironique, n'est-ce pas, de venir chercher ici un artisanat ancestral, après avoir participé à en tuer un autre. Je n'ai rien trouvé à répondre, suffoqué par la précision chirurgicale de son attaque. Il a incliné légèrement la tête, satisfait de son effet, et s'est éloigné vers une voiture noire garée sur la place, sans un mot de plus, me laissant seul avec la sensation désagréable d'avoir été mise à nu devant un inconnu. J'ai regagné la Bastide au crépuscule, le cœur lourd, ressassant chaque mot de Catala. Manon dormait déjà ou faisait semblant quand je me suis couché à mon tour, épuisé par cette journée qui avait mis à mal la moindre once de confiance qui me restait. C'est au cœur de la nuit qu'un grattement frénétique contre la porte de la magnanerie m'a arraché d'un sommeil agité. La chienne aboyait par intermittence, un aboiement grave et pressant que je ne lui avais jamais entendu, griffant le bois de la porte avec une insistance presque désespérée, comme si quelque chose de grave se jouait, cette nuit-là, dans l'obscurité du grenier. Je me suis précipité hors du lit, le cœur battant à tout rompre, guidé dans le noir par les aboiements de plus en plus pressants de la chienne. Une odeur âcre m'a saisi à la gorge avant même que j'atteigne l'escalier du grenier. Une odeur de fumée, âcre et grasse, qui montait le long des marches comme un mauvais présage. J'ai posé la main sur la rampe et j'ai senti la chaleur anormale qui irradiait déjà des murs. « Manon !» ai-je hurlé. « Réveille-toi, il y a le feu !» Elle a surgi de sa chambre en une seconde, et les yeux affolés, et je l'ai poussée vers la sortie sans discuter. Mais moi, je suis resté figé un instant, en pensant au grain, aux quelques cadres où 2 ou 3 cocons commençaient tout juste à se former. Résultat fragile de nos semaines d'efforts. C'est alors que la chienne a agi. Elle a bondi vers moi, a saisi ma manche entre ses crocs avec une force que je ne lui aurais jamais soupçonnée, et m'a tiré en arrière vers la porte avec une détermination absolue. « Non, attends, il faut que j'aille chercher les grains !» ai-je crié, en résistant. Mais la fumée s'épaississait déjà dans l'escalier, et la chienne, au lieu de me laisser filer vers le danger, a changé de tactique. Elle a lâché ma manche, a couru vers la cuisine, s'est arrêtée devant une petite armoire basse et a aboyé frénétiquement en grattant la porte du meuble. J'ai compris en une fraction de seconde. Quelques jours plus tôt, prudente, j'avais transféré les cadres les plus précieux, ceux qui montraient les premiers signes d'éclosion hors du grenier, dans cette armoire éloignée de l'ancienne installation électrique vétuste, qui venait visiblement de céder.
La chienne, elle, l'avait vu faire. Elle s'en souvenait. J'ai arraché la porte de l'armoire, saisi le plateau contenant les grains les plus précieux, celui qu'Augustine aurait pleuré de voir perdu, et je suis sorti en courant, la fumée me brûlant la gorge, la chienne sur mes talons, aboyant toujours comme pour me presser d'avancer plus vite. Dehors, l'air frais de la nuit m'a frappé comme une gifle salvatrice. Manon, en larmes, s'est jetée contre moi. « J'ai cru que tu ne sortais pas !» a-t-elle sangloté, ses bras noués autour de mon cou avec une force presque douloureuse. Derrière nous, les flammes avaient gagné toute une partie de la toiture du grenier, dévorant la charpente centenaire dans un grondement sourd, projetant des gerbes d'étincelles dans le ciel noir des Cévennes. C'est Fernand, alerté par la lueur visible depuis chez lui, qui a donné l'alarme au village. En quelques minutes à peine, des lumières se sont allumées dans les maisons de Roxalve, et des silhouettes ont commencé à converger vers la Bastide, munies de seaux, de tuyaux d'arrosage, d'une vieille pompe communale que 2 hommes ont traînée depuis la place du village. Des visages que je n'avais jamais vus, ou à peine croisés dans le silence méfiant des premières semaines, s'activaient maintenant côte à côte avec moi pour sauver ce qui pouvait l'être. « Passez-moi le seau !» criait une femme que je ne connaissais pas. « Arrosez le mur ouest, le vent pousse par là !» répondait un homme âgé, torse nu, la sueur ruisselant sur son visage malgré la fraîcheur nocturne. Fernand, à mes côtés, dirigeait les opérations avec une autorité que je ne lui connaissais pas, canalisant l'énergie du village entier vers un seul objectif. Pendant plus de 2 heures, dans une confusion organisée, une chaîne humaine s'est formée entre le puits et la Bastide, chacun passant les seaux d'eau de main en main, jusqu'à ce que les flammes finissent par céder, laissées pour mortes sous des jets d'eau et une fatigue collective immense. Quand le jour s'est levé sur Roxalve, gris de fumée et rouge d'épuisement, les dégâts sont apparus dans toute leur ampleur. Toute une aile du grenier s'était effondrée, la charpente noircie exposée au ciel comme une côte brisée. Les cadres qui étaient de rester sur place avaient brûlé entièrement. Mais le plateau que j'avais sauvé, celui que la chienne m'avait indiqué avec tant d'insistance, reposait intact sur l'herbe, où je l'avais déposé au tout début de l'incendie. Et les grains les plus précieux, ceux où quelques cocons avaient commencé à se former, avaient survécu. Les habitants du village, épuisés et couverts de suie, se sont rassemblés autour de moi dans la lumière blafarde de l'aube. Et pour la première fois depuis notre arrivée, j'ai vu dans leurs regards autre chose que de la méfiance. De la solidarité, brute et sincère, née dans l'urgence d'une nuit de feu. C'est en aidant à déblayer les décombres, un peu plus tard dans la matinée, que Fernand a poussé un cri sourd, penché sur un tas de gravats noircis, près de ce qui avait été l'entrée du grenier. « Venez voir ça, Madame Aubry !» Sous ses doigts, à moitié consumé mais encore lisible, un morceau de papier reposait dans les cendres, séparé du reste des décombres comme s'il n'avait jamais été destiné à brûler avec eux. Une note, écrite d'une main pressée, anonyme, sans signature. Je me suis agenouillé pour la lire, le cœur battant, et les quelques mots encore déchiffrables m'ont glacé le sang, bien plus efficacement que n'importe quelle flamme de cette nuit-là. La note, une fois défroissée avec précaution sur la table de la cuisine, ne livrait que des bribes. Vous auriez dû accepter la prochaine fois. Le reste avait disparu dans les flammes, laissant planer un doute que je ne pouvais ni confirmer ni écarter. Une menace, peut-être. Ou les mots malveillants d'un simple opportuniste profitant du chaos pour se faire mousser. Je l'ai glissé dans un tiroir, sans savoir qu'en faire, et j'ai tenté de me concentrer sur l'urgence immédiate. Reloger Manon, sécuriser ce qui restait de la Bastide, et faire le point sur les grains survivants. Mais Manon, elle, n'avait pas envie de faire le point sur quoi que ce soit. « Je veux rentrer à Paris », a-t-elle déclaré, 2 jours après l'incendie, plantée devant moi dans la cuisine à moitié calcinée, les bras croisés, le visage buté. « J'ai failli mourir dans un incendie, maman, dans une baraque qui appartenait à une femme qu'on connaissait à peine. C'est n'importe quoi. » « On n'a pas failli mourir, Manon. On est sorti à temps. Grâce à un chien, pas grâce à toi. » Le mot avait claqué comme une gifle, et j'ai vu sur son visage, l'instant d'après, qu'elle regrettait déjà de l'avoir prononcé.
sans pour autant vouloir le retirer. J'en ai marre. Marre de ce trou perdu. Marre de cette maison qui tombe en ruine. Marre de cette histoire de guerre et d'or dans laquelle tu m'as embarqué sans me demander mon avis. Et où veux-tu qu'on aille, Manon ? Ai-je répondu, la voix tremblante de fatigue et de colère mêlées. On n'a plus d'appartement à Paris, je te rappelle. On n'a même plus de loyer payé d'avance. Elle n'a rien répondu, mais ses yeux brillaient de larmes qu'elle refusait de laisser couler devant moi, et elle était montée s'enfermer dans la seule pièce du premier étage épargnée par le feu, claquant la porte derrière elle. Je suis resté seul dans la cuisine noircie, la tête entre les mains, à me demander si je n'étais pas, après tout, en train de sacrifier ma fille sur l'autel d'une histoire qui ne me concernait même pas vraiment, 1 mois plus tôt. Le village lui aussi s'est fracturé dans les jours qui ont suivi l'incendie. Certains, comme la boulangère qui m'apportait chaque matin un pain qu'elle refusait obstinément de me faire payer, penchaient pour l'accident. Une installation électrique à bout de souffle, rien de plus. D'autres, plus nombreux que je ne l'aurais cru, murmuraient un autre nom en aparté, dès que je m'éloignais suffisamment pour qu'ils croient que je ne les entendais pas. Catala. Le groupe Catala qui convoitait la vallée depuis des mois. Un incendie opportun, disait-il, pour pousser une propriétaire récalcitrante à céder plus vite. C'est dans ce climat déjà tendu qu'un nouveau coup a frappé, quelques jours plus tard, sous la forme d'un courrier officiel du tribunal de Nîmes. Un certain Roger Teissier, cousin éloigné d'Augustine dont je n'avais jamais entendu parler de toute ma vie, contestait la validité du testament, arguant d'un lien de parenté plus direct et d'une clause qu'il jugeait mal établie. L'affaire serait examinée en audience, sous 10 jours. C'est ce soir-là, alors que je relisais pour la 3e fois la convocation, en tentant de comprendre le jargon juridique, qui menaçait ma légitimité même sur ce lieu, que Fernand est venu frapper à ma porte, l'air plus grave que jamais. « Je dois vous dire quelque chose, Madame Aubry. Depuis longtemps, j'aurais dû vous le dire. » Il s'est assis lourdement à la table de la cuisine, ses mains noueuses posées à plat devant lui, cherchant ses mots avec une difficulté visible. « L'étiquette que votre fille a trouvée, dans le grenier. L'écriture qui m'a fait fuir ce jour-là. » Il a inspiré profondément. C'était l'écriture de mon père, Marcel Roch. Il a laissé le silence peser un instant. En 1943, mon père faisait partie des hommes qu'Augustine cachait dans cette magnanerie. Il a été blessé, traqué par la milice, et c'est elle qui l'a soigné, caché, nourri, pendant des semaines au péril de sa propre vie. Sans elle, je ne serais pas né, Madame Aubry. Mon père n'aurait jamais survécu à cet hiver-là. Sa voix s'est brisée légèrement sur la dernière phrase, lui qui m'avait paru inébranlable depuis notre première rencontre. Toute ma vie, j'ai porté cette dette envers elle, sans jamais oser vraiment la rembourser. Je pensais qu'il me suffisait d'être son voisin, de veiller sur elle de loin, de temps en temps. Je n'ai jamais eu le courage de le lui dire en face. Et maintenant qu'elle n'est plus là, cette dette, c'est à vous que je la dois. Je suis resté sans voix, bouleversé par cette confession tardive, comprenant enfin l'origine de sa froideur initiale, de son revirement progressif, de son silence obstiné sur cette étiquette. Ce n'était pas de la méfiance envers moi qu'il avait manifesté depuis le début, mais une loyauté muette et douloureuse envers une femme morte, et une dette de vie qu'il portait seul depuis des décennies. « Je vous aiderai, Madame Aubry, » a-t-il repris, la voix raffermie. « Au tribunal, s'il le faut. Je dirai tout ce que je sais. » C'est à cet instant précis, alors que je m'apprêtais à le remercier, qu'un coup discret a résonné à la porte de la cuisine. Un homme en uniforme se tenait sur le seuil, une enveloppe officielle à la main, le visage neutre et professionnel des messagers du destin. « Madame Aubry, convocation du tribunal de Nîmes. L'audience aura lieu dans 10 jours. » Les 10 jours qui ont précédé l'audience se sont écoulés dans une fébrilité que je n'avais plus connue depuis mes premières années à la Maison Larrot, quand chaque collection représentait un examen à ne pas rater. J'ai passé des heures aux archives municipales de Nîmes, puis à celles, plus poussiéreuses encore, de la préfecture, en quête de tout document susceptible d'authentifier le journal d'Augustine et d'établir sans conteste la légitimité de son testament.
Un employé archiviste, touché malgré lui par mon histoire, a fini par dénicher un registre paroissial de 1943 mentionnant une aide alimentaire irrégulière fournie à la Bastide, corroborant discrètement les pages du journal. Manon, dans ces jours-là, avait cessé de me parler de Paris. Sa colère du lendemain de l'incendie s'était muée en une sorte d'observation prudente, comme si elle attendait de voir comment j'allais me battre avant de décider si ce combat valait la peine d'être mené à mes côtés. Elle m'accompagnait parfois aux archives, sans un mot, feuilletant elle-même de vieux registres avec une concentration inattendue. Le jour de l'audience, le tribunal de Nîmes m'a semblé immense et glacial, avec ses hauts plafonds et son silence solennel. Roger Teissier, un homme d'une soixantaine d'années au costume élégant, s'est assis à quelques mètres de moi avec son avocat, sans un regard dans ma direction. Fernand, sur le banc juste derrière moi, portait pour l'occasion un costume sombre, visiblement sorti pour la première fois depuis des années, la nervosité trahie par ses mains crispées sur ses genoux. L'avocat de Roger Teissier a ouvert les hostilités en produisant un document généalogique établissant un lien de parenté plus proche qu'Augustine, n'aurait, selon lui, sciemment ignoré au profit d'une petite nièce parisienne qu'elle connaissait à peine. Le testament actuel, votre honneur, repose sur une relation affective ténue, tandis que mon client entretenait avec la défunte une correspondance régulière jusqu'à son décès. Il a brandi une liasse de lettres que je n'avais jamais vues, mon estomac se nouant à mesure que le président de l'audience les parcourait d'un air songeur. Mon avocate, une femme énergique recommandée par maître Delcasse, s'est levée à son tour. Votre honneur, ces lettres, aussi réelles soient-elles, n'établissent en rien une volonté testamentaire particulière. Ma cliente possède, elle, un document d'une autre nature, le journal intime de la défunte, tenu sur plusieurs décennies, qui témoigne d'un attachement profond à la lignée directe de sa sœur, et surtout d'une histoire familiale et patrimoniale que le tribunal ignore encore entièrement. C'est alors que Fernand s'est avancé, sur invitation de mon avocate, pour livrer un témoignage que j'avais découvert quelques jours plus tôt seulement, et qui m'avait laissé sans voix. Debout devant le tribunal, la voix d'abord hésitante puis de plus en plus assurée, il a raconté l'histoire de son père caché dans la magnanerie en 1943, la dette de vie qui liait sa famille à celle d'Augustine depuis 80 ans, et le contenu précis de plusieurs passages du journal qu'il connaissait par cœur pour les avoir entendus de la bouche même d'Augustine, des années auparavant, lors de rares confidences. Ouac, cette femme n'a jamais entretenu de lien réel avec la vallée, a rétorqué l'avocat de la partie adverse en désignant Roger Teissier, tandis que mon client, lui, a toujours... Mon client, l'a coupé sèchement mon avocate, n'a jamais mis les pieds à Roquesalve depuis plus de 30 ans. Les archives paroissiales et les témoignages recueillis cette semaine le confirment sans ambiguïté. Le président a demandé une suspension de séance pour examiner l'ensemble des pièces. Ces 40 minutes d'attente, dans le couloir froid du tribunal, comptent parmi les plus longues de ma vie. Manon s'est assise à côté de moi, sa main glissée dans la mienne sans un mot, geste qu'elle n'avait plus eu depuis des années. C'est en sortant de la salle d'audience à la reprise que j'ai aperçu Antoine Catala, assis discrètement au fond de la salle, que je n'avais pas remarqué jusque-là. Son visage, habituellement si sûr de lui, affichait une expression que je ne lui connaissais pas, quelque chose comme de la surprise, presque de l'inquiétude. Pendant cette attente, j'ai repensé, sans le vouloir, à toutes ces années passées à la maison Larraux, aux nuits blanches avant les défilés, à cette même sensation d'avoir tout donné sans savoir si le verdict serait favorable. Sauf qu'ici, ce n'était plus une collection qui se jouait, mais une maison entière, une mémoire, le nom même d'Augustine. Manon, à côté de moi, feuilletait nerveusement une copie du journal que nous avions fait établir pour l'occasion, murmurant certains passages comme pour se donner du courage. Le président a rendu sa décision en fin d'après-midi. Le testament d'Augustine Teissier était confirmé dans son intégralité, la légitimité de Solène Aubry comme héritière unique reconnue sans réserve, la contestation de Roger Teissier rejetée. Un poids immense a quitté mes épaules, si soudainement que j'ai dû m'appuyer sur le banc pour ne pas vaciller. C'est alors que Catala s'est approché de moi dans le couloir, à la sortie du tribunal, son assurance habituelle étrangement absente. « Madame Aubry, puis-je vous parler un instant ?» Sans attendre ma réponse, il a poursuivi, plus vite que d'habitude, comme s'il craignait de perdre son courage.
J'ai suivi cette audience avec beaucoup d'attention. Le témoignage de M. Rock, l'histoire de cette femme qui a caché des résistants au péril de sa vie. Je ne savais rien de tout cela quand j'ai lancé le projet de centrale solaire sur cette vallée. Cela ne change rien à vos intentions, ai-je répliqué encore méfiante. Cela change tout, Madame Aubry. Il a marqué une pause, cherchant visiblement ses mots avec une sincérité qui semblait nouvelle chez lui. Racheter de force le lieu où mon propre grand-père a peut-être trouvé refuge pendant la guerre, car je viens de comprendre, en entendant ce nom, Rock, un détail que ma famille racontait vaguement. Ce serait indéfendable. Pas seulement légalement, moralement. Il a inspiré profondément. Je souhaiterais vous proposer autre chose qu'un rachat forcé. Un partenariat. La centrale solaire pourrait s'installer sur les terres en friche, plus haut sur le plateau, loin de la Bastide et des mûriers. Et le groupe Catala pourrait même investir dans la restauration de la magnanerie, en échange d'une valorisation touristique et patrimoniale du site. J'ai gagné mon procès ce jour-là, et pourtant, en rentrant vers Roxalve dans la voiture silencieuse, Manon endormie contre la vitre et Fernand somnolent sur la banquette arrière, une question continuait de me tarauder, aussi tenace que les flammes de l'incendie. Pouvais-je vraiment faire confiance à un homme dont le revirement, aussi sincère parut-il, servait aussi, à n'en pas douter, ses propres intérêts? Les semaines qui ont suivi le procès ont filé plus doucement que tout ce que nous avions vécu depuis notre arrivée à Roxalve. Fernand, désormais un habitué de la Bastide, était venu chaque jour ou presque, m'enseignant patiemment ce qu'il restait de son savoir incomplet, complété par les pages du journal d'Augustine, que nous relisions ensemble, lui et moi, cherchant le moindre détail qui pourrait enfin percer le mystère de l'éclosion. C'est un matin de la fin du printemps, alors que la lumière dorée des Cévennes entrait par les fenêtres restaurées de la nouvelle magnanerie, reconstruite grâce à un premier versement discret du groupe Catala, que j'ai entendu Manon pousser un cri depuis le fond du bâtiment. « Maman! Viens voir, vite !» Je l'ai trouvé penché sur l'un des cadres, le visage transformé par une joie que je ne lui avais pas vue depuis des mois. Sur la clé la plus proche de la fenêtre, plusieurs grains montraient une fissure minuscule, un mouvement à peine perceptible, comme un frémissement de vie longtemps contenu. Puis sous nos yeux, un premier ver minuscule a percé sa coquille, suivi d'un deuxième, puis d'un troisième, dans les minutes qui ont suivi. Fernand, alerté par nos cris, est arrivé en courant, sa canne oubliée contre la porte, et s'est agenouillé près de nous, les yeux brillants d'une émotion qu'il ne cherchait plus à cacher. « Elle avait raison, a-t-il murmuré, la voix cassée. Augustine avait toujours raison. Il fallait juste être patient. Plus patient que nous ne l'avons jamais été. » Le village entier, prévenu par Fernand lui-même, s'est rassemblé dans l'après-midi devant la magnanerie restaurée, silencieux et recueilli, pour assister à ce qui ressemblait à une renaissance. Cette variété ancienne presque éteinte que l'on croyait perdue avec Augustine reprenait vie sous nos yeux, dans le lieu même où elle avait toujours vécu. Manon, elle, avait changé plus profondément encore que je n'osais l'espérer. Elle qui exigeait de rentrer à Paris quelques mois plus tôt, elle qui m'avait reproché de l'avoir arrachée à sa vie sans lui demander son avis, a annoncé un soir, en repoussant son assiette, qu'elle voulait rester à Roxalve, au moins jusqu'à la fin de l'année scolaire suivante, et qu'elle voulait apprendre, elle aussi, les gestes de la soie aux côtés de Fernand et de moi. « Tu es sûr ?» lui ai-je demandé, encore incrédule. « Brindille ne voudrait pas partir de toute façon, » a-t-elle répondu avec un sourire, en désignant la chienne couchée à ses pieds, celle que nous avions enfin baptisée, quelques semaines après l'incendie, en souvenir de sa maigreur du premier jour et de sa présence discrète mais indéfectible depuis notre arrivée. Et moi non plus. C'est au cœur de l'été, alors que les premiers cocons commençaient à se former sur les claies, ronds et dorés, luisant d'un éclat presque irréel dans la lumière du matin, qu'un appel inattendu a résonné sur mon téléphone. Une voix que je connaissais bien, celle d'une ancienne collègue de la maison Larrot, m'annonçant que la maison, informée par des relais professionnels de l'histoire de cette soie ancienne retrouvée dans les Cévennes, souhaitait me rencontrer pour discuter d'une commande exclusive. Je me suis rendu à ce rendez-vous quelques semaines plus tard, non plus en tant qu'ancienne salariée licenciée sans ménagement, mais en tant qu'artisane indépendante, propriétaire d'une magnanerie renaissante
et d'un savoir-faire que plus personne d'autre au monde ne détenait. J'ai posé mes conditions, cette fois sans trembler. Un contrat équitable, une reconnaissance du nom d'Augustine sur chaque pièce vendue, et un rythme de production respectueux de la fragilité de cette variété rare. La maison Larraux, à ma grande surprise, a accepté sans discuter. En rentrant à Roquesalve ce soir-là, j'ai trouvé le village rassemblé sur la petite place, autour d'une plaque commémorative que Fernand avait fait installer, avec l'aide discrète de quelques habitants, sur le mur de la mairie. Le nom d'Augustine Teissier y était gravé, accompagné d'une mention sobre. Elle a caché des hommes dans le silence des vers à soie, et leur a rendu la vie qu'on voulait leur voler. Une petite cérémonie, simple et digne, a réuni ce soir-là tout le village autour de sa mémoire, enfin révélée au grand jour. Fernand a pris la parole brièvement, la voix tremblante d'une émotion contenue depuis des décennies. « Je lui devais cette dette depuis 80 ans, a-t-il dit. Ce soir, je crois que je peux enfin la considérer comme acquittée. » Il s'est tourné vers moi dans la lumière chaude du crépuscule. « Grâce à vous, Madame Aubry. Grâce à Solène. C'est un an, presque jour pour jour, après cette première nuit passée sans électricité dans la Bastide en ruine, que je me suis tenu de nouveau sur le seuil de la Bastide des Mûriers, restaurée dans sa pierre blonde d'origine. Les volets repeints, le jardin de mûrier taillé avec soin par les mains de Manon et de Fernand. La magnanerie, à l'intérieur, bruissait doucement du travail des vers. Ce chuchotement particulier que je n'oublierai plus jamais. Manon se tenait à mes côtés, plus grande, plus posée qu'un an plus tôt, brindille couchée entre nous deux, la tête levée vers le soleil couchant qui dorait la vallée entière. Je repensais à cette femme licenciée, honteuse, dépossédée de son savoir-faire par une machine qu'elle avait elle-même nourrie, qui avait failli jeter une lettre de notaire à la poubelle, un soir de novembre. Je n'étais plus tout à fait cette femme-là. J'ai posé la main sur l'épaule de ma fille, et nous sommes restés un long moment silencieuses, sur le seuil de cette maison qui n'était plus une ruine héritée par hasard, mais un foyer reconquis, fil après fil, geste après geste, à l'image même de la soie qu'Augustine nous avait, sans le savoir, appris à filer de nouveau.